pendant les 45 prochaines minutes les résultats de l'étude prospective qu'on a menée en courant 2023. Étude prospective qu'on a menée avec l'ensemble des acteurs, ou du moins beaucoup d'acteurs de la filière pierre. Alors quelques petits mots de contexte peut-être avant de commencer. L'association ouvrière des Compagnons du Devoir, c'est une association loi 1901 et son objet, c'est de permettre à chacun et à chacune de s'accomplir dans et par son métier. Donc par ce biais-là, en fait, on a une activité de formation professionnelle, donc de transmission des savoirs dans 32 corps de métiers différents. Et moi, du coup, à l'Institut des métiers de la pierre, on a bien sûr une action de formation autour des CFA, donc assurer la transmission et la formation des formateurs, mais on a aussi un axe de travail qui concerne plus la recherche et le développement. Et dans ce cadre-là, on a une cellule à l'Institut des métiers de la pierre, donc l'ensemble des instituts aussi, qui s'appelle le devenir du métier. Donc en fait, c'est projeté avec un groupe de travail, avec des compagnons bénévoles, notamment Sébastien Roussel et Sébastien Delia cette année, qui sont deux compagnons tailleurs de pierre et qui ont été les bénévoles qui ont porté ces études. Des groupes de travail qui nous aident à identifier les mutations à venir au sein de la filière, au sein de nos métiers, pour mieux les appréhender demain dans le secteur de la formation et pouvoir transformer en fait les essais de ces mutations qui arrivent dans nos métiers. Donc dans ce contexte, courant 2023, je vous le disais, on a mené deux études. Une première étude une étude prospective sur le devenir des métiers de la pierre à horizon 2035, et une deuxième étude qui relève plus du focus compétences, compétences que vous connaissez sûrement, très certainement en tant que professionnel des métiers de la pierre. Comment améliorer l'emploi de la stéréotomie au XXIe siècle? Donc vraiment une étude macro concernant du coup l'ensemble des métiers de la pierre et ses acteurs, et une étude plutôt micro, focus compétences, mais qui a son importance, on le verra tout à l'heure, dans l'acte de construire en pierre. Premier petit point sur qu'est-ce que la prospective, pour bien comprendre du coup le cadrage de cette première étude. On va aborder tour à tour ces deux études-là. La prospective. Pour vous parler de prospective, je vais citer Gaston Berger. Gaston Berger qui est considéré comme l'un des pères fondateurs de la prospective en France. Et Gaston Berger, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit la prospective, c'est penser loin, large, profond et mettre l'humain au cœur de la démarche. Et donc en fait, Gaston Berger avait mis au point cette démarche de prospective parce qu'au milieu des années 50 en France, on avait besoin de projeter les futurs possibles de ce qui allait se passer en France pour prendre des décisions éclairées dans un contexte global. Il en va de même donc pour les métiers de la pierre, c'est dire on va appliquer cette méthode aux métiers de la pierre pour prendre des décisions aujourd'hui qui pourront nous permettre, dans un contexte global, de prendre les bonnes décisions dans la formation, mais pas que, on le verra tout à l'heure. Alors cette prospective, normalement, une prospective, ça se fait à 50 ans. Donc là, on est en 2023, on pourrait se dire les métiers de la pierre, horizon 2073. Seulement, ce qui nous intéressait aussi avec le groupe de travail, c'est de mettre cette étude à la fois assez loin pour que les choses aient le temps de changer, mais à la fois aussi assez proche pour qu'on puisse les voir changer et se mettre dans l'action. Parce que ce qui nous intéressait, c'est surtout d'en sortir un plan d'action et du coup d'entreprendre ensemble. Pour faire ces deux études cumulées, au total, on a bénéficié de l'implication de 25 contributeurs de la filière, que je tiens à remercier ici. 25 contributeurs impliqués, dont les principaux, vous les voyez ici affichés à l'écran. Donc à la fois centre technique, le CTMNC, le CNROC, des représentations de syndicales, des représentants d'associations régionales comme RONAPI, Pierre Actuelle, Fédération de professionnels de la pierre sèche, le groupe Verekia, des ingénieurs. Enfin, l'idée aussi derrière cette prospective, c'est de mêler les regards, croiser les regards pour avoir le résultat le plus riche possible. Je vais tenter de vous résumer là dans le temps qui me reste. 10 groupes de travaux, le résultat de 10 groupes de travaux. Donc je vais être assez succinct et je vais sauter des étapes, mais j'ai prévu un temps de questions-réponses à la fin pour vous préciser.
Comment s'est passée l'étude prospective? Donc 5 groupes de travail à la suite. Et dans l'idée, on a établi d'abord un constat. Donc avec l'ensemble des acteurs qui étaient autour de la table, on s'est dit, bon, bah, quels sont les facteurs d'impact pourrait qualifier qui vont vraiment avoir un impact dans les 10 prochaines années sur l'utilisation du matériau pierre et de ses savoir-faire. Alors, on a fait tout un jeu de dénomination de facteurs et après, on a essayé de capitaliser par regroupement. Donc, les 7 facteurs d'impact qui sont identifiés, c'est ceci. Donc, là, bien sûr, le marché qui va régir du coup l'emploi des compétences, la normalisation, la réglementation et la santé-sécurité qui, eux, représentent aussi un cadre dans lequel doivent s'inscrire les compétences, nos métiers, la ressource. La formation, qui est un des leviers pour répondre aux besoins en main-d'œuvre et répondre à l'efficacité de nos entreprises. L'outil, le savoir-faire et la recherche et développement, qu'on y met aussi derrière formation. Et bien sûr, tout le contexte qu'on connaît actuellement et qui n'est pas propre à notre secteur, c'est les enjeux, les impacts environnementaux auxquels on fait actuellement face. L'image de notre métier, en autre facteur, qui est aussi important pour attirer de la main-d'œuvre dans nos métiers, attirer des jeunes en formation. Et plus globalement, la démarche de filière, voilà, d'observer la filière. Du coup, une fois qu'on avait posé ces 7 facteurs d'impact, on s'est dit, bon, il faut quand même regarder, c'est toujours un bon réflexe, ça, regarder d'où l'on vient pour voir où l'on va. Donc on a fait un bout de rétrospective. Ces 10 dernières années, qu'est-ce qui s'est passé par facteur pour faire un point d'étape et réussir à se mettre en perspective. Une fois qu'on a fait cette rétrospective, on a réussi à se mettre en perspective et on a écrit plusieurs histoires en fonction de ça. On s'est dit, bon, par exemple, sur le marché, on fait un scénario au fil de l'eau, on fait un scénario qui a une première rupture et un scénario qui a une deuxième rupture. Et ça pour chaque facteur. Ce qui fait qu'on a fait au total 12 scénarios différents, un par acteur, et un qu'on a soumis aussi, on avait fait un questionnaire à ce moment-là et qu'on a soumis du coup au vote des acteurs de la filière. Et là, je remercie la filière, parce que je trouve qu'on a une filière quand même assez dynamique, parce qu'en quelques jours de ce questionnaire, on a réussi à avoir plus de 150 réponses, ce qui est quand même beaucoup et montre qu'on a des acteurs impliqués quand même dans le devenir de notre métier. Et en recroisant toutes ces histoires, tous ces différents scénarios, on a réussi à retenir du coup l'histoire suivante. Donc en gros le scénario à 2035. Scénario à 2035, sur ce premier point qu'est le marché, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit avec l'entrée en vigueur de la RE 2020 et dans le contexte global du marché, on va se diriger petit à petit vers une baisse de l'utilisation du béton et la généralisation des ACV aussi, de l'analyse des cycles de vie qui est derrière. On va se diriger vers une baisse de l'utilisation au profit du coup d'autres matériaux bio et géosourcés. Et une croissance du marché de la rénovation. Là où je parlais tout à l'heure de l'entrée en vigueur de la RE 2020, bien sûr on regarde l'analyse du cycle de vie de nos matériaux, mais on parle aussi de moins construire pour mieux construire. Mais le besoin en logement, il est toujours présent et du coup, un marché de la rénovation qui est bien présent. Et là où les métiers de la pierre ont une place. Deuxième point sur la réglementation, un assouplissement global des réglementations. Ça, bien sûr, c'était porté aussi par une volonté du coup de lobby, ayons pas peur du mot, une volonté de lobby de la part du groupe de travail et de la filière. Petit point quand même d'attention sur la réglementation santé-sécurité. Quand on parle de réglementation assouplissement global, c'est générique, mais bien sûr, tout ce qui va concerner la santé-sécurité au travail, ça bien sûr, le fait qu'il y ait de nouvelles mesures, c'est quand même synonyme de progrès et d'un meilleur confort pour les ouvriers, il ne faut quand même pas l'oublier. Du coup, l'assouplissement ne va pas forcément s'appliquer dans ce secteur-là. Troisième point sur la formation. Ça, on va le voir après dans les mesures des impacts, mais dans l'idée, les maçons vont se former au métier de la pierre et aux matériaux pierre dans le scénario qui a été posé. Et les chantiers, écoles et workshops se massifient entre différents acteurs, donc workshops entre tailleurs de pierre, architectes, ingénieurs. Mais voilà, l'un des points à retenir, c'est d'embarquer les métiers de la maçonnerie avec nous, parce que si on connaît une demande en croissance, l'un des enjeux pour nous, c'est bien sûr de recruter plus de personnes. Mais en taille de pierre, voilà, il y a quand même, on le verra par la suite, il y a quand même
des sujets autour de la structuration de la chaîne de valeur dans les métiers de la pierre, là où se dire le maçon, lui, n'est pas attaché à un seul matériau, mais attaché, nous, on est tailleur de pierre ou carrier, du coup, on est attaché à un seul matériau qu'est la pierre, mais le maçon a une plus grande liberté et il faut savoir le reséduire aussi pour qu'il puisse se réintégrer dans les métiers de la pierre. En lien avec l'outil, les savoir-faire, la recherche et le développement, on a les bureaux d'études qui seront appropriés les sujets liés à la pierre et ça fait partie des défis du coup d'une somme d'éléments à mettre en place pour faire en sorte que les bureaux d'études, au sens plus large, bien sûr, il existe déjà des bureaux d'études spécialisés dans le matériau pierre, mais l'idée d'une massification d'utilisation, ça fait que l'ensemble des bureaux d'études arrivent à se l'approprier. Concernant l'image du métier, on peut bien souvent avoir, c'était un des sujets qui était apparu dans les rétrospectives, l'image du tailleur de pierre par exemple au pied de la cathédrale, cantonné au monument historique, on va dire. On est conscient ici que l'image métier de la pierre, ce n'est pas forcément ça aujourd'hui ou pas forcément que ça. Et il y a un enjeu à moderniser l'image de nos métiers pour attirer de nouveaux publics. Et notamment via les chantiers dans les centres-villes, là où en fait nos métiers sont visibles. Ou à l'image aussi d'autres métiers, par exemple chez les maçons qui ont lancé une campagne fier d'être maçon, qui restaure un peu l'image du métier. Et concernant la filière, et ça c'est un des gros points de l'étude, c'est une volonté, et ça c'était aussi bien vrai dans la rétrospective que dans la perspective, c'est vraiment une volonté collaborative de création d'une interfilière et de collaborer entre les acteurs, c'est-à-dire de former vraiment une entité, une marche commune entre les différents syndicats, entre les différents acteurs représentants de la filière, afin de tous ensemble choisir les actions vers lesquelles la filière peut se projeter. Et en fait, du coup, d'un point de vue plus global, concernant les enjeux et les impacts environnementaux, le rôle des matériaux est considéré comme stratégique, mais c'est déjà le cas, et l'importance primordiale pour aujourd'hui les producteurs de matériaux, les carrières, de se doter de fiches FDES qui permettent de prouver les bonnes caractéristiques intrinsèques, mais aussi en production de leurs matériaux. Du coup, de ce scénario-là, on en a mesuré. Qu'est-ce qu'on en fait de ce scénario-là? Du coup, pour se mettre en route, on en mesure les impacts. On en a mesuré les facteurs déclencheurs, les impacts pour l'offre, donc les impacts pour le client finalement, et les impacts pour la demande ainsi que pour la filière. De ça, du coup, on peut en tirer une feuille de route pour chacun. On va commencer par les facteurs déclencheurs, même si je pense que vous les connaissez. Donc, on en a parlé tout à l'heure, le dynamique de marché de rénovation qui va être de plus en plus un sujet. Donc, bien sûr, il y aura une part de construction en pierre qui va demeurer. Mais le défi de demain, il se situe plutôt dans la rénovation. Et ce qui est plutôt confortant, c'est que dans le parc de rénovation et de réhabilitation déjà existant, on compte un tiers du parc à réhabiliter dans le patrimoine bâti. Patrimoine bâti, c'est les constructions qui datent d'avant 1948, où la pierre, du coup, est déjà présente dans ces édifices-là. Et donc, qui dit réhabilitation de ce patrimoine-là, dit appel, du coup, forcément aux métiers connexes à la pierre. C'est déjà rassurant et ça forme, du coup, un autre défi. Dynamique également de l'interfilière, on en a parlé et on va en reparler. Travailler avec les métiers connexes comme les métiers de la maçonnerie, travailler avec les métiers de la maçonnerie par exemple, mais aussi avec les bureaux d'études, enfin voilà, tout ce qui est maîtrise d'œuvre, il faut qu'on fasse mieux dans le travail main dans la main avec chacun de cette chaîne d'acteurs. Des facteurs déclencheurs, j'en reparlais tout à l'heure, lisibilité de l'offre, ce sera plus concret si j'en reparle tout à l'heure, mais voilà, plus globalement, c'est l'urgence climatique qui draine un peu tout ça. Pour le client, donc l'impact pour la demande. Bien sûr, la pierre étant un matériau qui répond à l'ensemble des critères du coup de demain au vu des enjeux et des impacts environnementaux, il va y avoir une demande en croissance au niveau du matériau pierre. Donc ça, c'est un constat. Et du coup, ils vont attendre des propositions de prestations. Des propositions de prestations en circuit court,
comme tout le monde, j'imagine, on préfère manger les légumes qui sont à côté de chez soi, qui viennent du maraîcher, de son voisin, déjà pour faire marcher l'économie locale. On se dit que demain, il en sera de même. Il en sera de même pour les matériaux de construction. Après, quid de l'acceptabilité dans les paysages, de voir des carrières extraites à côté de chez soi et des nuisances que ça peut entraîner. Ça, c'est des questions qui sont déjà observables dans d'autres filières, comme dans les filières des métiers du bois, avec les sujets autour des forêts. Mais voilà, ça, c'est un premier constat et c'est quand même une envie qui a été identifiée comme commune. Et pour accompagner le côté réhabilitation, c'est des demandes en matériaux et en rénovation performante. Du coup, il y a vraiment le côté énergie, il y a le côté énergie de l'habitat qui est vraiment à prendre en compte dans les compétences qu'on pourra développer dans ce secteur-là. L'impact pour l'offre, donc pour nos professionnels, pour nos entreprises, c'est bien de développer la production de la pierre et de la diversité de l'offre matière, d'intégrer le réemploi à l'offre, là où on a déjà des pratiques assez vertueuses, on va dire, dans nos entreprises, où on ne jette jamais la ressource en fait. Le moindre bout de caillou qu'on vient couper, on vient le stocker dans un bout de l'atelier et on se dit bon je m'en servirai un jour. Ce qui est des fois le cas, ce qui est des fois pas le cas. Mais on peut observer qu'actuellement il y a une vraie filière de réemploi qui est déjà en train de se monter. Là où il y a déjà des formations et des titres. Il y a un titre technicien valoriste en réemploi qui s'est déjà monté. Donc, laisse présager vraiment d'une vraie logistique qui arrive dans ce secteur-là. Et là où il y a un intérêt pour les métiers de la pierre de l'intégrer à l'offre. Et bien sûr, qui dit hausse de la demande dit besoin en main-d'œuvre et du coup besoin aussi de redéfinir le métier, redéfinir la chaîne de valeur. Notamment en disant quel rôle du coup, qui pose demain, quel est le rôle du poseur, quelle est l'interaction, comment va s'articuler demain cette chaîne de valeur s'il y a vraiment une hausse significative du marché. L'impact pour la filière, du coup d'un point de vue plus macro, le développement de l'intermétier, développer les formations et les compétences justement pour accompagner cette restructuration de la chaîne de valeur. Du coup, pourquoi pas développer des formations pour des primo-entrants, développer des formations spécifiques pour les métiers de la maçonnerie, des formations constructeurs pierre ou bâtisseurs pierre, des formations pour la reconversion aussi, pour formation à la marbrerie, formation pour accompagner ce public qui est en reconversion, là où ces métiers justement, nos métiers ont considérés comme des métiers à sens, où il y a vraiment directement le faire qui est au cœur de la démarche. Et une sensibilisation aux mutations de la filière auprès des instances. On le voit, l'étude qui a été présentée juste avant sur l'économie de l'import de matériaux en est une démarche. C'est vraiment, moi je l'ai perçu comme ça, c'est vraiment un bel outil de sensibilisation publique pour orienter et prendre les bonnes décisions demain. Du coup, de ces différents impacts et impacts pour la demande, l'offre et pour la filière, on a pu en déduire un bout de feuille de route. Et je vous partage du coup le premier axe de cette feuille de route qui consiste à structurer la filière autour de réalisations opérationnelles en région. La bonne partie de ce scénario a été imaginé, a été pensé sous une impulsion dynamique de la filière et de présence dans les instances. Donc ça veut dire pousser, montrer, faire valoir ce que l'on sait faire, le faire savoir en fait. Et dans cette dynamique, la filière aurait pour projet, en tout cas les représentants de la filière qui ont participé à cette étude avaient pour objectif d'intégrer les instances de réflexion nationales et régionales. Et dans ce schéma, il y a plusieurs scénarios qui s'offrent. Donc bien sûr, il y a la création d'un groupe de structure de la filière. Claude Gargy de Pierre Actuel en avait fait son édito pour appeler à se rassembler et à créer quelque chose, une entité. Il y a aussi au comité de l'orientation de l'Institut, qui est l'événement annuel de l'Institut où on rassemble des professionnels et on présente nos actions pour les orienter. On avait fait venir un représentant des métiers du bois. Un représentant des métiers du bois qui nous avait parlé de la structure de leur filière,
Et notamment, ils nous avaient présenté les deux modèles qui coexistent chez eux, à savoir du coup, le Codifab, qui est un groupe de structures nationales qui rassemble les différents syndicats professionnels et qui élabore du coup, la feuille de route, le plan d'action de la filière bois, aussi bien en tant qu'action de recherche, développement, promotion du métier. Et un deuxième groupe qui s'appelle FIBois et qui lie l'équivalent de nos associations régionales en France, sous une bannière et avec des orientations communes. Donc ça, c'est des pistes qu'on a mis en réflexion, enfin, du moins dont on s'est nourri. Et il y a toujours la piste de capitaliser derrière les syndicats qui sont déjà existants pour poursuivre cette démarche. Encore une fois, je rebondis sur la présentation qu'on a eue juste avant, mais il y avait une ligne une des actions qui concernait la production d'un observatoire pour la filière. Notamment, les données qui ont été présentées juste avant représentent de riches informations. Dans les observatoires, il y avait à la fois des observatoires économiques, des observatoires sur les ouvrages, le coût des ouvrages, les abacs de coûts. Là, encore une fois, je prends l'exemple de ce qu'ils ont produit dans les métiers du bois, mais il y a un site internet que je vous invite à aller voir, qui s'appelle Panorama Bois, qui recense les différentes constructions qui ont été faites en bois et sur lesquelles on peut lire les coûts. Combien ça coûte de réaliser un type de bâtiment suivant ses complexités. Et en fait, ça permet du coup à des maîtres d'œuvre et même des maîtres d'ouvrage de s'acculturer au coût, mais en même temps de mettre des durées en fait derrière, de dire au final un bâtiment en pierre, sur combien de temps je l'amortis au final, parce qu'on a souvent l'idée préconçue que la pierre ça coûte cher. Mais au final, quel est le réel coût? On l'a vu tout à l'heure. Mais aussi à la fois des observatoires démographiques sur le besoin en main-d'œuvre sur l'ensemble du territoire. Il existe déjà des observatoires, je pense à l'Observatoire des métiers du BTP qui donne quelques informations, mais les métiers de la pierre étant quand même très petits par rapport à l'ensemble de l'emploi qui existe dans le bâtiment, charpentier, couvreur, maçon. Ces données elles sont assez faibles pour pouvoir, nous, professionnels, les exploiter et les transformer. Accompagner les professionnels dans la mutation de leur offre. Du coup, ça, on l'a identifié. Bien sûr, ça, c'est un rôle de la filière. Mais nous, on l'a identifié avec un angle précis qui serait la publication d'ouvrages permettant de favoriser le dialogue entre les métiers de la pierre, les professionnels des métiers de la pierre et les maîtres d'œuvre. En type d'ouvrage, par exemple, on parle les bureaux d'études s'emparent de la question de la pierre. Il y a sûrement un sujet demain, en publier des ouvrages sur la stratigraphie pour les métiers de la pierre, apprendre à acculturer un professionnel à la culture de l'autre et vice-versa, en fait, pour créer des ponts de communication et encourager et soutenir l'investissement des entreprises d'extraction. Là, je vais digresser un peu et je vais vous emmener sur notre deuxième étude, qui est le focus compétences sur la stéréotomie. Focus compétences sur la stéréotomie. Si vous savez je me doute que vous savez ce que c'est, je vais quand même essayer de le redéfinir avec vous. Parce que c'est important de se le remettre aussi en contexte pour comprendre après la suite du propos. C'était d'ailleurs l'objet de notre premier groupe de travail avec les professionnels qui étaient conviés. C'était de se mettre d'accord sur une définition commune. Claude Perrault, qui était l'architecte du Louvre, nous donne deux définitions qui sont assez intéressantes. Il définit à la fois la stéréotomie comme l'art de se servir de la pesanteur contre elle-même et de faire soutenir les pierres en l'air par le même poids qui les font tomber. Globalement, ça veut dire que je dessine un arc, je viens poser les pierres dessus et ça tient rien que par la coupe des pierres. Du coup, ce qui relève quand même une dimension structurelle, c'est une définition, on vient dire, la stéréotomie, ça sert à couper des pierres, à les faire tenir en l'air, on fait des structures, chouette. Mais il nous dit aussi que c'est ce qu'il y a de plus fin et de plus artiste dans l'architecture. Donc, parce que c'est vrai que c'est revenu aussi, il y a quand même une dimension artistique où, au final, la coupe des pierres permet l'expression du beau. Du coup, on a quand même la double compétence de se dire, ok, très bien, c'est une compétence qui permet à la fois de fabriquer des structures, mais qui permet aussi à la fois de rajouter une valeur esthétique à l'ouvrage. Pourquoi on a mené cette étude? Parce qu'on s'est rendu compte, du coup, c'est une compétence à laquelle on est très attaché chez les compagnons tailleurs de pierre et auquel on a à cœur de transmettre aux jeunes générations. On se rend compte que la coupe des pierres ou bien la stéréotomie, elle a toujours accompagné en fait toutes les générations et toutes les époques dans la construction en pierre. Et
on la retrouve toujours. On trouve toujours des traces de cette compétence. Aujourd'hui, dans la construction contemporaine, il y avait un rôle, hein, il y avait un rôle bien sûr derrière tout ça. Il y avait un dénommé appareilleur qui était derrière. Aujourd'hui, dans la construction contemporaine, on se rend compte que l'appareilleur n'est pas forcément présent sur l'ensemble des chantiers de construction, bien que sur certains oui, mais que ce rôle-là était parfois confié du coup aux architectes qui se retrouvaient à faire soit des fiches de taille, soit des calepins. On s'est posé la question ok, il y a un changement, du coup, quel est notre rôle aujourd'hui en tant que passeur de savoir au niveau des jeunes? Pourquoi continuer à enseigner en fait la stéréotomie si aujourd'hui l'appareilleur n'est plus présent sur les chantiers de construction? Du coup, c'était un peu le cœur de notre question et du coup, comment l'améliorer au final, l'apprentissage et comment améliorer l'emploi de cette stéréotomie? Du coup, on a fait, comme pour l'autre étude, un bout de rétrospective, mais là, pas sur 10 ans, sur plusieurs siècles, en se disant, ok, bon, on va tout remettre à plat, on va voir d'où ça vient et ce que l'on en fait. On s'est rendu compte que ça ne s'est pas toujours appelé stéréotomie. À la base, c'était du bon sens frugal, c'était la coupe des pierres. Du coup, déjà, rien que dans le nom, il y a pierre, ça change. Et dans la coupe des pierres, en fait, c'était un rapport frugal à la ressource. Parce qu'en fait, c'était des techniques qui permettaient à la fois de... On n'était pas dans des campagnes d'extraction intensives, on cherchait la ressource et au final, on adaptait nos conceptions en fonction de la ressource. À l'image des cathédrales gothiques, je prends cet exemple-là, on adaptait notre manière de tailler, notre manière de concevoir un bâtiment à la ressource. Et du coup, il y avait ce savoir-faire qui était directement en application et en lien avec la ressource qui était déployé. Et on était aussi dans une dynamique qui est aussi importante du maître d'œuvre bâtisseur, du coup le maître d'œuvre qui a déjà un savoir-faire et qui est lié à un matériau. Arrivé au 18e, il y a un changement 18e, on n'est pas loin de la loi Le Chapelier, pardon. Merci, abolition des corporations, donc apparition de l'architecte, la Renaissance, qui est passé par là. On a un changement de porteur de savoir avec l'apparition de l'architecte, et du coup, on commence à constituer une maîtrise d'œuvre, et du coup, ce savoir-faire devient un savoir et du coup devient stéréotomie. Et du coup, rien que dans le changement du nom, c'est assez rigolo parce que on appelle plus ça coupe des pierres, mais stéréotomie, si on le traduit, stéréo le volume, tomie la coupe. Du coup, ça devient simplement en fait la coupe des volumes. Donc ça veut dire que c'est plus propre à un matériau, mais ça devient une matière à penser, un domaine scientifique. Et du coup, ça devient une compétence qui aide à comprendre des forces pour construire une forme, mais surtout on se permet de venir dessiner des ouvrages avant d'aller chercher la ressource. Ça veut dire qu'au final, on conçoit et puis après on vient extraire, forcer la ressource à se coller à notre dessin. Et du coup, on inverse complètement notre rapport à la ressource. Pour illustrer avec quelques visages la frise que je viens de vous montrer, avant, on est dans une dynamique de maître d'œuvre bâtisseur. Un visage important du coup de ce changement de portage de savoir, Philibert Delorme. Philibert Delorme, l'un des premiers architectes français. Lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il a publié 2 ouvrages de référence, un traité raisonné de l'architecture et un ouvrage qui s'intitule Bien bâtir à petits frais. Donc, la domination de l'ouvrage aujourd'hui fait rêver. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir de ces 2 ouvrages-là? Il nous dit la ressource pierre, c'est super, elle est disponible sur l'ensemble du territoire et on peut construire avec. Ce qui n'est pas le cas du bois à cette époque-là, parce que la France connaît une campagne de déforestation, et une maladie au niveau du bois. Et du coup, dans son ouvrage Bien bâtir à petits frais, il développe des techniques pour bâtir à l'économie de bois, du coup pour se servir de coffrage et met en valeur du coup les savoirs au niveau de la pierre. Deuxième acteur qui est tout aussi intéressant, Gérard Desargues. Gérard Desargues qui théorisera encore un peu plus loin les techniques de tracé, qui sera un des pères fondateurs de la géométrie projective qui deviendra la perspective. Un des dominateurs communs entre ces 3 acteurs, on reste toujours dans la maîtrise d'œuvre et
on reste toujours, c'est tous les trois, des acteurs de la maîtrise d'œuvre. Et par-dessus tout, on conçoit en fonction de la ressource, des coûts et de la virtuosité. C'est ce qui revient, voilà, c'est les éléments forts qui sont à dégager. C'est ces trois éléments-là à prendre en compte. En conclusion du coup, de cette deuxième étude, on a déduit que la stéréotomie, c'est une compétence aujourd'hui qui permet de construire en pierre en fonction de la ressource et des territoires. C'est-à-dire revenir aussi à du bon sens frugal, qui nous permet de nous dire, au final, c'est une compétence qui a la capacité de s'adapter à chaque carrière pour en faire devenir un matériau à des coûts raisonnés et qui rentrent dans une économie de construction logique. Ce qui permet de dégager les trois derniers axes de cette étude. Hop. La promotion, deuxième grand axe, la promotion du matériau pierre. Donc, communiquer autour des compétences, des savoir-faire et des matériaux. Donc là, c'est vraiment le lien entre la première étude et la deuxième étude que je viens de vous présenter. C'est global. Communiquer autour des compétences, savoir-faire et des matériaux pierre, à la fois dans une dynamique de marché, mais aussi dans une dynamique de recrutement. Donc sur la chaîne de valeur des métiers de la pierre, et plus particulièrement sur cette compétence d'appareilleur. Parce que ça a un impact sur l'ensemble de la perception d'un chantier, à la fois sur comment il est conçu, et comment il est conçu va jouer sur les coûts, va jouer sur la mise en œuvre. Là, on se rend compte que la compétence de conception, la prescription, c'est vraiment une matrice centrale autour d'un projet. Et mobiliser les métiers connexes autour de la pierre. Donc vous l'aurez compris, il y a à la fois le public bureau d'études, toujours le public archi, j'en parle pas beaucoup, mais c'est vrai qu'on était parti du constat que déjà il y avait quand même un engouement ces dernières années du public architecte à se former au métier de la pierre, et on part du principe que cet engouement va perdurer, on l'observe déjà. Mobiliser les métiers connexes, bien sûr, les métiers de la maçonnerie, on en a parlé. Et comment fédérer tout ça? C'est là que ça devient intéressant. Comment fédérer tout ça et comment le mettre en action? Par le biais de projets nationaux pédagogiques. Parce que dans les habitudes, c'est plus simple d'enclencher ce genre de changement dès la formation, là où l'univers professionnel des jeunes n'est pas en fait encore formé. Du coup, il y a des projets nationaux pédagogiques qui existent déjà, à l'instar du Solar Décathlon, par exemple, qui est une compétition architecturale, européenne, voire mondiale. C'est européenne. Mais il y en a plusieurs par continent, et en fait l'objet est de construire des prototypes d'habitation de demain qui se projettent vraiment dans un cadre environnemental respectueux, et du coup de mobiliser autour d'un projet pédagogique à la fois ouvriers, architectes, ingénieurs, autour d'un projet de création, ou à l'instar aussi des défis du bois qui sont un peu dans la même veine et qui sont portés par les métiers du bois. Donc on pourrait très bien imaginer demain des défis de la pierre où on mobilise tous les acteurs autour d'un projet, autour de apprendre à travailler ensemble et sortir le mieux de la matière et des matières. Troisième levier, accompagner les écoles et démultiplier les actions de formation auprès des acteurs du bâtiment, donc bureau d'études, maçons, travailler sur la reconnaissance de l'appareilleur et sur la transversalité des savoir-faire. Parler de reconnaissance, c'est ce qui est intéressant dans les études. Quand tout à l'heure, je vous montrais les trois visages un peu pour illustrer le portage de ce savoir et du savoir-faire. Ce qui est intéressant de se rendre compte, c'est que ça a toujours été dans la maîtrise d'œuvre, et pourquoi pas aujourd'hui monter une formation sur la compétence d'appareilleur. Il a existé par le passé une formation appareilleur, un titre pro et d'appareilleur, il me semble. Mais ça fait bien des années maintenant qu'il n'y a plus de formation qui porte ce titre-là en fait. Aujourd'hui, les professionnels deviennent appareilleurs par habitude, apprentissage sur le tas. C'est une compétence qui est vue à chaque niveau de la formation, mais il n'y a aucune formation à proprement parler qui vise ce poste qui est pourtant crucial dans l'acte de construire en pierre. Parce que c'est quand même cet acteur-là qui est identifié comme sachant dans la conception du matériau pierre, qui a une connaissance à la fois des ressources locales, de comment les utiliser, des capacités d'extraction, et qui est vraiment un dialogue avec le carrier, qui est le lien entre la carrière et le chantier. Du coup, on se dit qu'il y a quand même une formation à remonter
dans ce sens-là et qui regrouperait à la fois professionnels des métiers de la pierre, architectes, ingénieurs, pour former un cercle vertueux autour de ça, de maîtrise d'œuvre. Et bien en amont, du coup, pour amener du coup, ce changement et dès la formation initiale des jeunes, contextualiser avec des jalons concrets l'apprentissage de la stéréotomie, c'est-à-dire repositionner en final l'apprentissage de la stéréotomie de manière pragmatique par rapport à ce contexte. Au final, quand on demande de faire une construction en pierre, c'est par rapport aussi à la fois l'usage d'un ouvrage. Okay, on veut une fenêtre, on veut un encadrement de fenêtre, on veut l'appareiller avec telle portée, ce qui fait qu'on va couper les pierres comme ça, mais on veut à la fois aussi rentrer dans une économie de projet. Et au final, c'est ces deux problématiques-là qu'il faut mettre en face d'une conception. Là où pendant des années, au final, on a classifié l'apprentissage de la stéréotomie par niveau de complexité. On s'est dit, bon, l'escalier est plus compliqué à tracer qu'une plate-bande, on va apprendre la plate-bande et en dernier, on apprendra l'escalier. Mais voilà, c'est classifié par défi technique et non par relation avec un contexte et un environnement global. Alors je ne dis pas qu'il faut laisser tout l'un de côté pour aller vers tout l'autre, mais il faut réussir à allier les deux pour rentrer dans un apprentissage vraiment concret et contextualisé. Et enfin, dernier point, développer la recherche et le développement de manière globale et aussi particulièrement dans le réemploi et dans la construction mixte. Il y a le côté recherche en intra dans les entreprises qui est bien sûr très intéressant et qui permettent de faire émerger de la filière des innovations. Là, je pense à certaines entreprises qui ont su développer et qui savent s'emparer de nouvelles technologies pour faire briller et rayonner autrement les savoir-faire. Notamment, je pense au stand de la SNBR où ils présentent des techniques de pose sur voûte catalane, sur voûte sarrasine avec des lunettes de réalité augmentée. C'est toujours des innovations intéressantes à voir. Ou en même temps à la Stone Maçonnerie qui il n'y a pas longtemps a réalisé une exposition sur l'utilisation des matériaux où il place à la fois la pierre et le bois dans des dispositions qui permettent de faire travailler les matériaux chacun selon ses propres caractéristiques intrinsèques, ce qui est tout aussi intéressant, parce qu'il y a vraiment un sujet ici demain de l'utilisation du bon matériau au bon endroit. Du coup, on va parler à la fois de construction mixte, et du coup, savoir comment interpoler du coup, la pierre avec les autres matériaux pour que chaque matériau travaille correctement. C'est tout autant de sujets de recherche qui sont super intéressants. Ou si on parle parce qu'on va parler de hausse de la construction bois, mais on va parler aussi d'une très grande hausse de la hausse de construction de matériaux pierre, pardon, mais on va parler aussi d'une très grande hausse de construction bois, parce que le matériau bois est quand même vu comme l'un des matériaux privilégiés quand même pour construire demain. Il y a aussi des projets à la fois de revêtement et de bardage pierre qui sont très intéressants. Je pense à l'agrandissement d'un des ouvrages faits par Christophe Bertin, où il utilise la pierre en bardage d'une ossature bois qui est super intéressante à continuer de développer. Et enfin, dans les deux derniers points, développer des outils d'analyse, des outils pour l'analyse et l'évaluation des structures. Donc, continuer à donner des billes en fait, à la fois aux professionnels des métiers de la pierre, mais aussi aux BE pour qu'ils puissent avoir plus de facilité à s'emparer de la question de la pierre. Ça c'est vraiment un des points essentiels dans la levée de frein qu'on pourrait rencontrer demain. Et la mise en place d'une qualification de pierre en fonction des usages, ça c'était une des idées qui était ressortie, mais ponctuée d'un point d'interrogation. Ça c'est pareil, on peut le retrouver dans certains matériaux de construction avec on va dire une sorte de logique avec une classification par code couleur où on peut se dire cette couleur, cette pierre-là, ça veut dire qu'elle est attachée à tel usage, ou cette couleur, ça veut dire qu'elle est attachée à tel usage. Ce qui évite quelque part de mettre le nez dans la norme pour se renseigner et savoir exactement si le boulot est déjà digéré et pré-mâché et qu'un code visuel permet de répondre à ça. Ça pourra aller que mieux, donner plus de lisibilité à l'offre, en tout cas, pour rebondir sur les propos d'avant. Je vous remercie pour votre écoute. Et puis j'imagine que vous avez sûrement quelques questions. Du coup, il nous reste encore quelques minutes pour échanger. À moins que j'ai été très clair.
faire le boulot maintenant pour développer la R&D, le réemploi? Enfin, comment ça se passe la suite? Alors, c'est une bonne question. Qui va faire tout ça? Eh ben, c'est une étude prospective globale qui a été faite pour l'analyser dans un environnement global. Côté compagnon du devoir, nous, on a forcément une casquette formation. Du coup, tout ce qui va concerner la pédagogie de projet, fédérer tout ce qui va concerner la mise en œuvre en formation, l'apprentissage, mise en place de formation, bien sûr, bah là, on va prendre notre lot et bien sûr, c'est nous que ça concerne. Mais encore une fois, cette étude-là, elle a été faite avec un ensemble d'acteurs de la filière. Et du coup, l'idée, c'est que chacun puisse s'en nourrir, en fait. Cette étude, elle a été établie collectivement. Et l'idée, c'est qu'elle elle va être rendue publique. On fait la présentation. Mais normalement, début d'année, on va sortir un fascicule qui va restituer pas à pas l'ensemble de cette étude. Du coup, là, vous pourrez rentrer plus dans le détail si vous le souhaitez. Et qui sera à libre disposition sur Internet. Et après, qui est-ce qui va s'en charger? Je pense notamment, en fait, il y a déjà des actions qui sont déjà en cours. Il y a déjà le CTMNC, par exemple, qui travaille sur un projet Woodstone avec le Centre technique des métiers du bois. Du coup, il y a vraiment déjà des dynamiques qui vont dans ce sens-là. Et après, la recherche en intra, le côté recherche en intra, en entreprise, ça, c'est la volonté personnelle et du coup, stratégie d'entreprise de chacun et suivant ses secteurs. Du coup, il y a vraiment un plan d'action, c'est un plan d'action global et l'idée, c'est que chacun puisse venir s'en nourrir à son échelle. Et c'est surtout aussi qu'ils puissent rassembler autour d'intentions communes. Allô. Bon, merci pour la conférence. Du coup, moi j'avais une petite question sur les projections environnementales et savoir sur quelles sources vous vous étiez basé pour définir les objectifs de la filière. Projection globale environnementale, bien sûr, on s'est nourri des rapports qui font déjà foi, rapport du GIEC, rapport de l'ADEME, et des objectifs qui sont déjà posés en fait dans un cadre réglementaire. La RE 2020 parle déjà de paliers en fait d'impact carbone qui sont dressés à plusieurs étapes. L'objectif zéro carbone à échéance 2050, l'objectif avec des réductions de paliers à 2030. Voilà, ça déjà en fait, il y a déjà des réglementations qui mettent en marche et qui imposent des objectifs par palier en donnant des horizons. Donc c'est grâce à ça et à des impacts directs qu'on s'est basé. Merci. Tu as parlé de la transformation, de l'évolution de la stéréotomie, du coup du savoir-faire jusqu'au savoir, notamment avec la loi Chapelier. Est-ce qu'on ne serait pas, notamment au niveau de la stéréotomie, en train de vivre aussi une bascule depuis justement l'intervention et l'utilisation du numérique et du coup la diffusion et une autre vision du savoir? Donc est-ce que justement au niveau du rôle d'appareilleur, de maîtrise, le rôle global de la stéréotomie n'est pas en train d'évoluer aussi avec la diffusion et les nouveaux outils numériques? Dans le rôle et dans l'utilisation de ce savoir, non, au final. Au final, la dénomination commune, on la retrouve toujours. Au final, c'est une compétence qui a réellement de poids et de valeur si elle est vraiment intégrée dès la conception même du projet, du coup, dans la maîtrise d'œuvre. Après, l'outil numérique dans tout ça devient juste un outil, en fait. Que demain, tu apprennes à tracer une plate-bande au tire-ligne ou que tu apprennes à tracer une plate-bande sur un logiciel de CAO ou de DAO, la logique reste la même. Et au final, c'est un outil. Effectivement, le savoir-faire n'est pas le même. Mais au final, le savoir reste le même. C'est ça qui est intéressant. Merci. Merci beaucoup pour votre écoute. Je ne vais pas manger le temps plus que ça, mais au plaisir de continuer à échanger en dehors. Et puis, merci.